Marc Godet, bonjour. On va peut-être, Christian, petite question politique, je ne sais pas. Oui, il semble que le monde politique soit agité par quelques soubresauts actuellement, et surtout la droite et le centre. Comment vous réagissez à ce qui se passe par rapport à François Fillon et ses soutiens départementaux ? Bon, moi je suis un petit peu observateur dans l'affaire, parce que vous le savez certainement, j'ai plus de carte politique. Après être passé au Parti radical et à l'UDI, j'ai rendu ma carte il y a un peu plus d'1 an. J'ai soutenu Alain Juppé à la primaire, donc c'est vrai que je m'étais mobilisé pour Alain Juppé. Là aujourd'hui, je suis un petit peu désabusé lorsque je vois, ce qui se passe. Alors, dire que c'est un lynchage médiatique, peut-être. Bon, dire qu'il y a aussi quelque part quelque chose de normal dans le montant des rémunérations, je trouve aussi. Vous savez, moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs, de petits agriculteurs. On gagne de l'argent, mais on travaille en contrepartie. Donc voilà, il y a une certaine valeur du travail qu'il faut défendre. Alors maintenant, c'est la justice qui tranchera. Vous trouvez ça choquant d'embaucher quelqu'un de sa famille en tant qu'assistant parlementaire ? Non, ça, je ne trouve pas ça choquant, parce que lorsque la personne... Il y a un climat de confiance entre les deux, entre le couple, en général. On peut supposer, en tout cas. Et ça ne me paraît pas illogique. Dès lors que la personne, la femme ou l'homme, le conjoint, travaille et effectue un travail régulier d'accueil, de montage de dossiers de subvention, est en relation avec les élus, avec la population, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème pourrait être lorsqu'il y a une rémunération et qu'il n'y a pas de travail à côté. Là, effectivement, ça, c'est condamnable. La justice va le démontrer. On verra. Alors Marc Godet, vous avez 52 ans, longtemps inscrit au Parti radical valoisien. Vous êtes aujourd'hui ex-membre de l'UDI, vous venez de le dire. Vous êtes maire d'Ascou depuis 1995, conseiller général du Loiret depuis 2004. Et depuis 2015, conseiller départemental sur le canton de Pithiviers, ainsi que premier vice-président du conseil départemental du Loiret, chargé donc des bâtiments, des routes et des transports, mais aussi président du conseil d'administration du SDIS, service départemental d'incendie et de secours. D'ailleurs, le 29 septembre 2016, vous avez été désigné par Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, comme membre de la CNIS. Alors la CNIS, c'est la conférence nationale des services d'incendie et de secours, et ce pour les 6 ans à venir. Alors on va passer donc à ce bilan accidentologique du Loiret, le bilan 2016 que vous avez présenté hier officiellement à la presse. Alors un bilan qui fait apparaître plutôt une amélioration, même s'il y a encore eu 323 accidents en 2016 dans le Loiret, dont 150 accidents corporels et 173 matériels. Au niveau des tués, ils sont moins nombreux qu'en 2015, 29 contre 34, 76% d'automobilistes, mais plus de victimes légères concernant les 2 roues motorisées, 103 blessés également. Donc ce bilan, il est plutôt satisfaisant, même si 29 morts, c'est toujours bien sûr à déplorer. Bien sûr, bon, vous avez des bons chiffres, vous les avez tous cités. Effectivement, l'année dernière, nous étions sur une mauvaise année. L'année dernière, quand je parle de 2015, par rapport à 2014, qui était exceptionnellement... une bonne année, je dirais, avec en gros 14 décès sur les routes départementales, je précise. On n'est pas à l'échelle, on est uniquement sur les routes départementales, on ne traite pas des routes communales ni des autoroutes. Là, cette année, nous sommes à 29. C'est certes une amélioration par rapport à 2015, mais on ne peut pas se satisfaire de ce chiffre. Alors pour nous, pour le département, on doit rechercher la cause à chaque accident. Que ce soit un accident corporel ou un accident matériel, à chaque fois on recherche les causes. Est-ce que l'infrastructure est en cause ? Est-ce que c'est un carrefour qui est mal signalé ? Ou alors après, est-ce que ce sont plutôt des comportements ? Et malheureusement, dans la plupart des accidents graves, ce sont des problèmes comportementaux, excès d'alcool, consommation de stupéfiants, excès de vitesse, ou même vitesse inadaptée, comme on dit, compte tenu des conditions météorologiques. On l'a vu sur la rocade de Pithiviers, d'ailleurs, où il y avait eu 2 accidents mortels en 2015. Accident mortel, une route rendue glissante par la pluie, et puis une sortie de route qui se traduit après par un choc contre un arbre. Et là aussi, on sait que la présence d'arbres au bord des routes, on peut s'en réjouir parce que ce sont des arbres d'alignement. Par contre, lorsqu'ils sont trop près de la route, ils peuvent être un facteur aggravant dans l'accident. Et on a cette politique, donc juste pour terminer, de réduction des obstacles latéraux, comme je l'ai exposé, où on supprime les arbres au bord des routes. On en replante dans des zones qui sont
plus éloignés de la route, à plus de 7 mètres de la chaussée, qui permettent d'avoir une bande de rattrapage. Alors, je le disais, une légère hausse des victimes des deux roues motorisées. On peut supposer que c'est les jeunes. Et là, c'est les comportements que vous venez de citer. Effectivement, c'est très souvent dû à un comportement. Alors, c'est bon, comme je dis, soit la vitesse inadaptée, soit c'est les deux roues se faufilent entre les véhicules et puis ils se font coincer. Ou lorsqu'on arrive sur un carrefour à une vitesse inadaptée, qu'on glisse sur le carrefour. Voilà, c'est généralement des problèmes de comportement. Et malheureusement, contre ça, c'est difficile de lutter, hormis peut-être la gendarmerie. Mais là, après, c'est plus du ressort du département. Alors justement, sur les zones d'accumulation d'accidents, vous faites des audits et puis après des préconisations. Combien il en reste comme ça de points noirs un petit peu dans le Loiret? Alors, lorsque le président Saury a été élu et lorsque nous avons échangé sur les problèmes routiers, d'accidentologie, l'objectif c'est 0 point noir sur les routes départementales. Alors, par contre, les zones d'accumulation, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il y ait de zones d'accumulation d'accidents sur le département, puisque là, ça répond à des critères. Il faut qu'il y ait un certain nombre de morts dans les 5 années passées, avec un certain nombre d'accidents. Là, aujourd'hui, je dirais que les points noirs ont été éliminés. Sauf qu'il réapparaît des zones où ça s'accumule. On a un exemple dans le Pithiviers, la route de Charmont-en-Beauce, sur la commune de Charmont-en-Beauce, où là, sur la départementale 97, là, il y a un carrefour qui est apparemment pas dangereux, mais on constate un nombre d'accidents anormal. Et donc là, on voit que petit à petit, il y a cette zone où les accidents s'accumulent, donc on va traiter le sujet, on va mener une étude sur ce secteur-là. Quand vous dites on va traiter le sujet, ça veut dire des aménagements? Voilà, il existe Alors, il y a eu des mesures correctives qui ont été apportées d'année en année. Alors, d'abord des haricots sur la route, vous savez. C'est pas le légume. Voilà, on sépare les voies de circulation. Ensuite, des bandes rugueuses aussi sur la route qui n'est pas prioritaire pour bien signaler à l'automobiliste qu'il arrive sur un carrefour dangereux. Et malgré ça, on a encore eu un accident très grave, là, au début du mois de janvier, sur cette zone-là. Donc, on se dit qu'il y a un accident qui arrive après un autre dans l'année 2016, et puis d'autres bien avant, avec des décès sur ce secteur. Donc là, on se dit, ça y est, il y a une zone qui apparaît, et là, on va étudier la création d'un giratoire. Alors, il y a un audit partagé depuis 2009, qui est un dispositif unique pour l'instant dans notre région, et puis la mise en place d'un guide à destination des élus, voilà, là, avec des préconisations très concrètes, très pratiques. Alors voilà, on peut considérer en gros qu'il y a deux typologies d'accidents. Il y a les accidents en race campagne, où là, c'est le département qui est à la manœuvre, je dirais, qui aménage, qui réalise des travaux. Et puis, il y a les accidents qui sont en agglomération. Et là, en agglomération, on est sollicité par les maires, en général, les conseils municipaux, parfois la population, qui nous signale une vitesse excessive dans le village ou dans la ville, ou éventuellement un carrefour potentiellement dangereux, etc. Donc à chaque fois, évidemment, il y a une phase d'observation, et c'est là que le département propose l'audit de sécurité, le coût est partagé entre le département et la commune qui nous sollicite. Et puis cet audit, il est réalisé par un bureau d'études spécialisé qui s'appelle Ingérop, avec l'aide évidemment de nos agents départementaux spécialisés en matière de sécurité routière. Et puis on produit une petite étude qui permet de réduire la dangerosité à la limite de l'espace concerné. Donc, fort de cette expérience-là, puisque nous avons réalisé 55 audits sur le département depuis 2009, les services ont produit un guide qui a été distribué à tous les maires. Ce guide permet d'apporter conseil. C'est du conseil, c'est aussi mettre en avant les avantages, les inconvénients de tel ou tel aménagement. Et puis, on apporte aussi, on met en avant aussi le coût financier que ça représente. Et dans ces cas-là, après l'appel aux subventions du département. Il y a également un plan de viabilité hivernale. Il a fait très froid ces 15 derniers jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Marc Godet? Alors, il a fait très froid, mais par contre, pas d'épisode neigeux. Des épisodes de verglas, ça c'est vrai qu'on en a connu, mais donc du sel a été épandu sur les chaussées pour lutter contre le verglas, mais voilà, pas d'épisode majeur, je dirais, qui aurait pu susciter des interventions lourdes. Donc nos équipes sont intervenues
justement pour lutter contre le verglas. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on peut mobiliser en gros une cinquantaine de personnes 24 heures sur 24, hein, puisque il y a plusieurs équipages. Hein. En gros, il y a 26 camions qui peuvent sillonner le département. Ils ont été mobilisés hein, dans les périodes où il gelait très fort et où il y avait quelques pluies qui pouvaient rendre la route glissante. Mais pas d'épisode de neige, donc Dieu merci. Alors concernant l'utilisation du sel, elle a été plus importante cette année ? Alors plus importante que l'année dernière. L'année dernière, nous avions eu pratiquement aucune intervention. Hein. Un hiver extrêmement doux l'année dernière. Cette année, on retrouve des températures, je dirais, plus conformes aux saisons. Donc nous sommes remontés, oui effectivement, à, en gros je vous dirais 2000 tonnes de sel, alors que l'année dernière on devait être à 400 et quelques. Mais à comparer dans une année exceptionnelle 2009-2010, on était à 6400 tonnes de sel. Donc vous voyez, ça vous donne un peu le rapport. Là, quand on arrive au mois de février, début février, on peut se dire que le dispositif dure jusqu'à la mi-mars, mais là on est pratiquement sauvé maintenant. Est-ce qu'au niveau des équipements, justement, des camions qui sortent pour saler les routes, actuellement, le parc est suffisant ou il faudrait encore acquérir quelques véhicules dans les prochaines années ? Au niveau du parc, non. Je pense que là, le département a fait des efforts d'investissement il y a quelques années. Ça ne date pas que de cette année ni l'année précédente. Donc, des efforts importants ont été faits en termes de renouvellement de matériel. Et là, je dirais que le matériel est performant. En milieu rural, on a tendance à acheter des gros véhicules, des camions importants qui permettent d'éviter de revenir charger trop rapidement à la base. Donc nous, là, aujourd'hui, je pense qu'on est en bon état de marche. Il y a également des accords avec les départements limitrophes, puisque effectivement, une route, elle peut être gelée de part et d'autre d'un département. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est des accords qui fonctionnent bien ? Tout à fait, ces accords, évidemment, ça fonctionne bien, je dirais, sur les axes comme la départementale 955 ou la 2157, vers l'Eure-et-Loire, où là, il est évident que nos camions ne font pas demi-tour arrivés à la frontière. Ils poussent jusqu'au village suivant ou jusqu'à un giratoire, un endroit où on puisse faire demi-tour et où il puisse y avoir une meilleure couverture. Mais il n'y a pas que des accords avec les départements, on pourrait juste aussi signaler des accords avec les agriculteurs. Dans le Nord-Loirais, nous avons un dispositif de convention avec des agriculteurs volontaires pour le déneigement cette fois-ci. Donc ça ne concerne pas les épisodes de verglas, mais tout ce qui concerne le déneigement. Donc le département a acheté des lames qu'on met à disposition des communes et les communes ensuite sélectionnent ou font appel aux agriculteurs du territoire pour déneiger notre réseau secondaire, c'est-à-dire que le réseau qu'on appelle D3, celui qui n'est pas traité en priorité. Donc on n'a pas pu mobiliser les agriculteurs cette année, mais ça s'est fait dans les années antérieures sur le Malesherbois entre autres. Et ça c'est assez innovant également dans le Loiret ? Oui, dans le Loiret, je pense que c'est une politique innovante. C'est du gagnant-gagnant parce qu'on apporte un service supplémentaire aux zones rurales. Je ne pense pas que ça existe dans beaucoup de départements. Alors peut-être en département de montagne où là, ils sont très souvent confrontés aux problèmes de neige. Nous, dans le département du Loiret, ce que l'on redoute le plus, ce sont les congères, donc l'accumulation de neige avec le vent. Et c'est là qu'il faut vraiment être rapide et sur le terrain très rapidement. Les agriculteurs qui occupent, eux, le territoire, justement, ils peuvent être mobilisés très vite et permettre de dégager ces petites routes départementales comme ça qui relient un village à l'autre ou parfois au chef-lieu de canton. Ces agriculteurs, ils sont dédommagés ? Comment ça se passe ? Il y a une rémunération qui est prévue, rémunération à l'intervention. Donc ça, tout est cadré dans une convention. Donc là, il n'y a aucun souci. Évidemment, quand il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de rémunération. On va passer également au transport, puisqu'il y a une délégation, un transfert de délégation important qui intervient cette année, puisque les transports scolaires et périurbains, ils vont vers la région. C'est effectivement un volet important de la loi NOTRe qui confie à la région tous les transport interurbain, mais aussi transport scolaire. Et là, je vous avouerai que je ne sais pas si la région pourra avoir autant la proximité que l'avait le département dans le domaine du transport scolaire. Sur les lignes régulières,
Ça, on ne se fait pas de soucis puisque la région sera bien pilotée, ces lignes qui relient, je sais pas, Montargis, Orléans, Gien, Orléans, Pithiviers, etc. Le transport scolaire, on est vraiment plus sur le territoire et on est à traiter les arrêts de bus de tel hameau, tel petit village. Et là, il faudra répondre présent rapidement. Donc cette compétence transport scolaire et transport interurbain d'ailleurs, nous avons pu la conserver jusqu'au 31 août 2017, alors que la loi NOTRe disait en gros, transport interurbain au 1er janvier, ça passe à la région, transport scolaire, ça passe au 1er septembre. Donc là, avec la région, avec François Bonneau, oui, c'était compliqué de gérer deux dates différentes, en fait. Complètement compliqué, très compliqué. Donc nous avons pu caler une date unique de transfert au 31 août, au 1er septembre 2017, avec des modalités de transfert, qui est un transfert de charge évidemment, qui a été calculé, puisque le département donnera à la région les moyens d'exercer cette compétence. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça a été calculé dans un bon esprit, je dirais. Il y a eu plusieurs réunions, les services, les élus. Nous avons abouti à conclure sur un montant de transfert de charge qui a été arrêté assez récemment et donc la région pourra l'exercer. Mais c'est vrai qu'au niveau transport scolaire, je pense qu'il faudra être très réactif parce que les conseillers départementaux, vous savez, ils sont sur le terrain, ils sont sur leur canton très régulièrement et ils sont... Alors, je ne sais plus quel élu disait, ils sont à portée d'engueulade. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, on sait l'appeler et on sait dire tiens, là, voilà, le point d'arrêt, il n'est pas adapté. Ici, ou le car a roulé plus vite. Il faut voir le nombre de courriers qu'on reçoit par rapport au transport scolaire. C'est impressionnant. Donc ça veut dire que vous regrettez ce transfert de compétences. Vous avez peur que la région elle soit un petit peu éloignée et qu'elle ait du mal à faire du sur-mesure dans chaque département ? Effectivement, moi je fais partie des élus qui regrettent que cette compétence transport scolaire ait été transférée à la région. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus faire de procès d'intention. La région gérera certainement, elle mettra les moyens qu'il faut pour gérer cette compétence. Mais voilà, c'est cette proximité que les élus départementaux ont avec la ruralité qui n'existera peut-être plus. Et là, par exemple, lorsqu'on sera sur un secteur, le Nord-Loirais que je connais bien, chercher les conseillers régionaux. Il n'y a qu'une élue conseillère régionale qui est Madame Bollier, qui est élue Front National. Est-ce qu'il faudra passer par elle pour faire remonter les informations ou les récriminations, ou est-ce qu'il faudra passer par un service directement à Orléans? Donc je ne sais pas, voilà, c'est parce que les conseillers départementaux sont sur un territoire bien précis, là c'est là que je pense qu'on a de la proximité. Les transports scolaires vont être à nouveau gratuits. Ils l'avaient été pendant de très nombreuses années dans le Loiret. Cette gratuité avait été remise en cause. Vous comprenez aujourd'hui qu'on remette cette gratuité du transport scolaire ou pas? Non, je comprends. En une période de crise quand même où ça peut peser sur le budget des familles. Oui, mais vous savez, le coût qui était demandé aux familles est un coût... très faible par rapport au coût réel du transport à la charge du département. Donc, et puis il y avait aussi tout un système c'est-à-dire que pour le deuxième enfant, il y avait un abattement, pour le troisième c'était gratuit, pour les enfants boursiers, pour les familles boursières, ils pouvaient aussi avoir un abattement de 30%. Donc il y avait quand même un système qui existait pour être plus juste. Aujourd'hui, retourner à la gratuité, ça va être certainement un peu compliqué parce que il y aura quand même des frais, ça sera extrêmement coûteux pour la région. Je ne sais pas, on parle de 10 millions d'euros à l'échelle de la région, 10 millions d'euros supplémentaires. Voilà, je ne sais pas si on peut se permettre ça aujourd'hui, si une collectivité peut se permettre ça aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est une décision politique régionale, c'est que je n'ai pas à commenter. Mais je pense que les familles s'étaient habituées à payer un coût du transport et ça évitait aussi ce qu'on appelle toutes les cartes de confort. Parce que c'est-à-dire qu'à une époque du temps de la gratuité, toutes les familles nous disaient « moi j'ai besoin de prendre le car, donc je prends une carte, même si mon enfant n'y va pas, mais au cas où, je prends la carte ». Ce qui signifie que le transporteur devait calibrer son car en fonction du nombre de cartes. Et parfois, on avait des cars qui circulaient en campagne avec 15, 20 gamins, 20 élèves, alors que le car pouvait comprendre 50 places. Et parce qu'il y avait ces cartes de confort. Donc après, le transporteur réajustait ensuite ses lignes, son transport en fonction du nombre d'élèves fréquentant réellement le transport. Voilà. Donc les cartes de confort, elles avaient disparu, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre, les familles ne peuvent pas se permettre de prendre une carte de transport si l'enfant ne l'utilise pas.
Voilà, donc ça, c'est la région qui verra comment ça se passe dans les prochaines années. Et puis au niveau de la politique des tarifs périurbains, vous aviez mis en place le transport à 2 €. On devait être à peu près à 2,20 € quel que soit le trajet pratiqué dans le Loiret. Là, ça va rester à peu près identique. Je pense, oui, là-dessus, à ce niveau-là, les tarifs ont été validés. Là, il n'est pas question que la région mette de transport gratuit sur les lignes interurbaines. Vous êtes aussi en charge des secours et des incendies du SDIS, comme on l'appelle, là aussi avec une réforme qui est en cours. Les centres de secours et d'incendie doivent se moderniser, ils le font. Donc dans le Loiret, il y a la construction prévue de 12 nouveaux centres de secours. Ils vont être où ces 12 centres et ce sera des centres ultramodernes ? Alors, le SDIS est un établissement public, donc c'est un service public, c'est le service départemental d'incendie et secours, qui est géré par un conseil d'administration, avec un président, des élus principalement départementaux au sein du conseil d'administration, avec des financements qui viennent à la fois des communes, des intercommunalités, mais aussi du département qui reste le principal partenaire. Donc avec ces finances, le service, l'établissement doit gérer les centres de secours, la présence des centres de secours sur le département, doit gérer l'équipement, matériel, en habillement, etc. Donc faire fonctionner tout ce gros service et ce beau service. Un beau service public. Effectivement, nous avons une opération de modernisation, de construction de 12 centres de secours. Alors là, on arrive pratiquement au terme, puisqu'il reste 2 centres de secours à inaugurer, à construire, donc Nogent-sur-Vernisson et Mains-sur-Loire. Mais nous aurons, en 4 ans, nous aurons construit 12 centres de secours sur le département, par le biais d'un partenariat public-privé. Ça, c'est un mode de marché public tout à fait original, que nous avons choisi à l'époque. Éric Deluger était président du SDIS. Donc le partenariat public-privé permet de construire beaucoup plus rapidement, à un coût, je pense, qui est moindre au niveau du coût de construction réel. Et puis, surtout, on a pu livrer ces 12 centres en 4 vagues, en 4 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, c'est une remise à niveau complète de notre présence sur le territoire, sur des centres de secours qui étaient vétustes, qui présentaient vraiment des signes de vétusté, qui étaient inadaptés. Aujourd'hui, effectivement, ils sont ultra-modernes, comme vous dites. Alors, il nous reste 2 minutes. On va dire un mot quand même de la reconstruction du pont de Châtillon-sur-Loire. C'est un feuilleton, puisqu'il y a eu plusieurs scénarios envisagés. Reconstruction, réhabilitation. Vous avez opté pour la reconstruction. Pourquoi ? Tout à fait. Donc, il était beaucoup plus simple de partir sur une reconstruction, une rénovation plutôt en profondeur, conserver l'architecture du pont, mais vraiment changer tous les câbles qui sont déficients, les câbles qui présentent des signes de faiblesse, qui risquent de rompre dès lors que la température descend en dessous de 0 degré. Par contre, dans notre cahier des charges, on impose une passerelle, ou en tout cas un espace sécurisé pour les piétons et les vélos et les cyclos. On est pas loin de Loire à vélo, on a vraiment un pont qui est très fréquenté par les piétons et les vélos. Il faut les sécuriser. Donc ça, dans notre cahier des charges, c'est une obligation. Donc on reconstruit le pont, on rénove vraiment profondément le pont, mais on ajoute une passerelle, soit en encorbellement, soit à côté. Alors en encorbellement, ça veut dire sur les côtés ? C'est-à-dire qu'elle peut être accrochée au pont, sur les mêmes piles de pont. Ça serait la solution, je dirais, la plus simple, peut-être aussi la plus esthétique. Sinon, après, ce serait la construction d'une passerelle vraiment à côté, en aval de ce pont. Mais voilà, donc aujourd'hui, nous avons 3 candidats qui se sont positionnés. Donc l'appel d'offres courait jusqu'au 31 janvier, donc c'est tout à fait récent. Donc 3 candidats qui sont positionnés, qui seront auditionnés, qui seront interrogés, avec lesquels on aura un dialogue compétitif qui nous permettra normalement de choisir le candidat unique fin 2017, début 2018, pour des travaux qui iront suivants. Le calendrier, ça va être quand ? Vous le connaissez déjà ? Et oui, le calendrier, c'est pas toujours simple. Là, je peux vous dire que l'entreprise sera connue officiellement. Je peux vous dire, début 2018, nous aurons l'entreprise qui réalisera les travaux. Ensuite, il faut absolument qu'on fasse avancer toutes les études qui pourront être exigées. Il faut qu'elles avancent en temps masqué, donc qu'elles avancent en même temps pour qu'on puisse construire sereinement le pont pour qu'il soit ouvert, j'espère, 2019. Voilà, c'est la date qui est avancée pour l'instant. On termine avec un mot sur la déviation de Jargeau et Saint-Denis-d'Hôtel sur la RD 921. Là aussi, c'est un feuilleton. Là, c'est un gros dossier, très gros dossier, qui est inscrit dans notre projet de mandat. Pour moitié sur ce mandat,
pour l'autre moitié sur le mandat suivant. Effectivement, là nous sommes aujourd'hui, la DUP a été prise, vous le savez, nous sommes dans les phases d'études avec SNCF Réseau pour le franchissement de la voie ferrée. Ça aussi, il y a un endroit, il y a un passage qui est un peu complexe, où là on a besoin de toute l'expertise des SNCF Réseau. Ensuite, il y aura la partie défrichement, expropriation et puis remembrement, comme on dit, donc restructuration foncière qui se déroulera principalement au sud de la Loire, dans toute cette partie sur le secteur de Férolles, Sandillon, Jargeau, Darvois, où là, il y aura une restructuration foncière qui permettra de mettre toutes les acquisitions foncières qu'a réalisé le département dans l'alignement de l'infrastructure. Et ensuite, la construction du pont, là aussi, on est sur un concours conception-réalisation.